Bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, des nouveautés pour le marché public de Baie-Saint-Paul. Le retour des rendez-vous cyclistes de Charlevoix pour une 25e édition. On fait le point sur les principes d'évaluation foncière. Qui sont les lauréats du défi local Ose entreprendre? Et un premier événement de sensibilisation à la diversité sexuelle en Charlevoix. Bonne émission! L'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul reprend une fois de plus l'organisation du marché public cet été. Pierre-Laurent Salin de l'Étoile et Geneviève Marcotte étaient là pour nous parler des nouveautés à venir. Pierre-Laurent, Geneviève, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes de l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul. On parle ensemble ce matin du retour du marché public. Donc, c'est pas si bientôt, mais c'est bientôt quand même. C'est déjà le temps pour les marchands de s'inscrire, d'ailleurs. Avant de parler des nouveautés qui s'en viennent, faisons peut-être un petit retour sur l'an passé. C'est quoi le bilan du marché 2022? C'était un bel été. On a eu beaucoup d'exposants qui ont participé. On était à peu près une trentaine en moyenne par dimanche. Donc, on était de la fête des pères jusqu'à un peu après l'Action de grâce. On a eu du beau temps quand même tout l'été. On a été très chanceux pour ça. Puis, comme nouveauté, l'été dernier, on a essayé un espace prêt à manger, buvette. Oui, dans la zone gazonnée. Tout à fait. Les gens ont vraiment apprécié, surtout les locaux qui ont pris le temps de venir puis en faire un rendez-vous hebdomadaire. Je pense que ça a été très apprécié des locaux. Prenez plus le temps de se poser. Exact. Plutôt que de faire juste un tour de marché. Tout à fait. Puis ça donnait vraiment un rendez-vous pour tout le monde. Puis on mêlait les touristes aux locaux. Puis on voyait vraiment que les gens restaient plus longtemps sur le site du marché. Donc ça amenait vraiment aussi de l'ambiance. On a aussi eu quelques animations aussi. On a eu la visite de des musiciens. Il y a eu des groupes de musique. On a eu aussi des animations pour les enfants. Donc cette année, on aimerait un peu qu'on dans la continuité de tout ça, mais c'est vraiment en tout cas, on est dans une belle édition. Les exposants sont contents, tout le monde est content de l'année dernière. Super. Est-ce que chaque année, c'est à peu près les mêmes exposants qui reviennent? Il y en a des nouveaux aussi, j'imagine? Bien, on a toujours un petit peu du renouvellement, mais c'est vrai qu'il y a des incontournables là, qui sont toujours là à chaque année. Fidèles au poste. Puis les inscriptions sont d'ailleurs en cours. Fait que les exposants qui voudraient participer, c'est le moment ou jamais de nous envoyer leur candidature. Oui. Puis il y a un petit comité de sélection qui va s'en venir bientôt là, pour leur valider leur présence ou pas. D'accord. Puis là, si on parle de ce qui s'en vient en 2023, donc on a parlé de nouveautés à venir. Quelles sont ces nouveautés-là? Bien, on a en fait prévu de collaborer avec les autres marchés de Charlevoix parce qu'on est tous un petit peu dans le même type de mission. On a envie de promouvoir l'achat local, acheter des produits de saison. On veut faire que les exposants, du moins les producteurs, maraîchers, les transformateurs agroalimentaires soient connus. On a aussi beaucoup d'artisans qui sont sur place, des artistes. Donc, on est vraiment dans la promotion. Puis, on aimerait ça que les marchés soient de plus en plus connus. Fait que de faire un peu un réseau des marchés de Charlevoix, ça permet d'avoir un petit peu plus de budget puis de faire du rayonnement à l'échelle de la région pour que les citoyens, puis les touristes aussi sachent que les marchés existent. C'est quoi les autres marchés? On connaît celui de la Malbaie, de Baie-Saint-Paul. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bien, on en a eu deux petits nouveaux qui ont été créés l'année dernière, c'est-à-dire le Petite Rivière Saint-François, qui a été créé à la coop de l'Affluent. Et puis, il y en a un aussi à Saint-Irénée, qui a été organisé par Cratère et Marée à l'église de Saint-Irénée. Donc ça, c'est plus ponctuel. Par contre, c'est 3 éditions qui vont être faites pendant l'été. Éparpillées un peu là, dans l'été. Dans l'été. Puis il y a les dates qui vont être précisées très prochainement, justement, dans nos communiqués. Puis l'île aux coudres, le marché des fabriqueux à l'île aux coudres, qui est aussi très connu, mais qui est un peu plus orienté artisan. Mais qui va faire partie aussi du réseau. Tout le monde travaille ensemble là-dedans. Puis j'imagine que le but, c'est aussi que les artisans et les exposants puissent participer à plusieurs marchés. Donc, c'est pas tout en même temps, ça, là. Non, exact. On essaie de trouver les complémentarités dans les horaires et tout pour être sûr que personne ne soit mélangé. Donc, du côté de Baie-Saint-Paul, ça va rester tous les dimanches? Oui, on est tous les dimanches du 11 juin au 15 octobre, donc après l'Action de grâce. Puis on rajoute une demi-heure aussi là, à la plage horaire, donc on est de 10h à 15h au lieu de 14h30 comme l'année dernière. Donc on est sur un chiffre. Le plaisir. Pour le plaisir de tous, on est jusqu'à 15h, donc puis ça commence le 11 juin là, à la mi-juin. Donc. Exact.
Super. Il y a aussi comme nouveauté les marchés décalés. Qu'est-ce que c'est les marchés décalés? Tout à fait. Bien, les marchés décalés, en fait, c'est un projet un peu pilote qu'on essaye cette année. On voulait essayer une nouvelle expérience parce que le dimanche, bon, on a une formule plus tranquille. On vient prendre d'un bain de soleil, on vient faire le tour des exposants, mais on aimerait essayer de voir une nouvelle clientèle qui pourrait venir au marché public. Puis en faisant des marchés décalés, ça serait un vendredi soir en mode apéro, une fois par mois. Donc, de juin à septembre, on viendrait prendre un verre en finissant le travail avec les enfants, on viendrait jouer, puis en même temps, on irait voir les quelques exposants. Donc, on serait sur un plus petit marché, plus intime. Un autre rythme complètement, dans le fond. Là, une autre ambiance. Tout à fait. Donc, une ambiance un peu plus dynamique. On aimerait, c'est ça, des exposants un peu différents aussi. Donc, on est comme sur une nouvelle formule pour voir quelle clientèle on pourrait aussi attirer puis prendre goût, justement, à venir au marché public le dimanche aussi. Ah, super! On a hâte de voir ça. Ben oui. Avant de se laisser, bon, vous travaillez également sur le passeport touristique. Parlez-moi-en un peu, ça revient encore cette année. Ben oui, c'est un incontournable, dans le sens que Baie-Saint-Paul a la chance d'avoir ce petit guide touristique pour que les touristes qui viennent sur place aient un outil pour savoir quoi faire. Donc, cette année, on a la chance de travailler avec Destination Baie-Saint-Paul, qui est un incontournable aussi, un acteur incontournable de la promotion de la région. Donc là, on travaille en partenariat avec eux pour que le site Internet et le passeport soient, on va dire, communs. On va dire qu'il y a des échanges qui se fassent correctement. Puis, ben nous, on a aussi la participation d'une galerie qui court la chance de pouvoir mettre en valeur un de ses artistes sur la page couverture. Donc, voilà, on est dans la continuité. On avait Hermine, je crois. C'était une... Exactement, une sculpture. Une sculpture. Oui, tout à fait. Donc, on ne se restreint pas seulement à l'art visuel 2 dimensions. Exactement. Donc, c'est un autre projet, une autre initiative de l'année dernière. Puis, on est content aussi de faire peut-être évoluer le niveau d'impression parce qu'on avait beaucoup de quantité l'année dernière. Puis, on essaie de peut-être limiter le nombre d'impressions, ce qui nous permet de travailler avec un acteur de la région, un imprimeur, LICO, qui va pouvoir nous s'occuper de cette mission-là avec nous. Donc, on est très contents. Ouais. Bien, merci beaucoup à vous deux. On va vous souhaiter un bel été, un bon marché. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Les grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix reviennent pour une 25e édition ce printemps avec une programmation d'événements sportifs célébrant le cyclisme sous toutes ses formes. Martin Ouellette a rencontré Marie-Claude Laurando-Desmarais, coordonnatrice générale pour Vélo Charlevoix. Marie-Claude Laurando-Desmarais, bonjour. Bonjour. On célèbre cette année les 25 ans des Grands Prix cyclistes de Charlevoix. Qu'est-ce que ça représente comme bilan, 25 ans de compétition cycliste dans la région? Bien, pour la région, c'est sûr que c'est un atout. On amène des gens d'un peu partout dans le reste du reste du Canada, des États-Unis, même on a eu à l'international. Puis on les amène en début de saison, donc ça crée du tourisme dans une autre période qui n'est pas la période achalandée qu'on connaît. Cette année, là, il y a 5 grandes courses qui vont se dérouler là, de fin mai à début juin. C'est sur 2 fins de semaine. On attend à peu près combien de participants dans ces courses-là? En fait, c'est sur trois week-ends. OK. Puis on attend environ 2000 participants. L'année passée, on était à environ un peu plus que 1900 participants. Donc, ça tourne toujours. Et vous avez cette année, comme les autres années, bien sûr, des courses qui sont réservées à l'élite, à des coureurs. Et vous avez également des courses qui sont grand public. Alors, regardons ça ensemble un peu. Oui. Ça commence, là, on m'indique que ça commence avec les coupes Québec, Canada, UCC, UCO qui vont se dérouler au Genévrier 26 et 28 mai. C'est bien ça? Oui, donc c'est sur la fin de semaine, donc du 26, vendredi 26, 27 et 28 mai. 27, 28 et mai. En fait, c'est un doublé. Donc, on a la Coupe Québec et la Coupe Canada ensemble. Donc, et puis, le samedi, ça se déroule dans le camping Genévrier. C'est un circuit court, donc avec plusieurs tours. Hein. Oui. Et puis, le dimanche, c'est dans la montagne, donc que ça se passe. Vous attendez combien de participants, puis dans quelle catégorie d'âge? Comment ça fonctionne, ce genre de course-là? En fait, ça s'adresse à vraiment un large éventail d'âge. Oui. Parce que même à partir de 5 ans, il y a une course qui fait partie, dans le fond, qui s'appelle les Grands Rendez-vous des Petits. Donc, le Grand Rendez-vous des Petits, c'est vraiment pour les plus jeunes, là, de 5 à 8 ans.
Et puis, donc, c'est souvent leur première fois qu'ils font une course. Donc, nous, on intègre un parcours particulier pour eux. Et ça va se dérouler à quel moment? Ça va se dérouler le samedi et le dimanche aussi. OK. Et donc, c'est en marge... des grandes compétitions. Des grandes compétitions, effectivement. Puis sinon, pour les autres coureurs, donc, on passe de cet âge-là jusqu'à senior, donc maître. Et ces gens-là viennent se chercher des points au niveau des coupes nationales. C'est ça qui fait qu'il y a des coureurs qui viennent d'un peu partout. Effectivement, effectivement. Et là, pour la course Canada, on attend des coureurs d'un océan à l'autre? Oui, c'est sûr que ça dépend aussi de leur horaire, mais on a généralement des coureurs, beaucoup des provinces qui nous entourent. Et puis, on a aussi des fois d'autres provinces du Canada puis des États-Unis. Essentiellement, ça, c'est des compétitions de vélo de montagne. Vélo de montagne. Qui se déroulent au Genévrier. Exactement. Est-ce que c'est la même chose là, qui va se dérouler avec la Coupe Charlevoix le 3 juin? La Coupe Charlevoix, c'est aussi oui, c'est le même genre de course. Okay. C'est donc un niveau un peu plus bas, un peu moins c'est une régionale. Donc là, c'est vraiment pour le Québec. Là. Mais c'est le même type de course au niveau vélo de montagne. Et là encore, vous attendez combien de participants normalement pour cette course-là? Je vous dirais entre environ 300 à 400 coureurs. Participants. Ouais. Et ensuite, on va enchaîner ça avec les 4 étapes du Grand Prix cycliste de Charlevoix. C'est bien ça? Oui, là, on passe au niveau route. Hein, là, c'est du vélo sur route, puis il y a un fameux critérium là, qui se déroule. Là. Effectivement. Donc, ça commence avec le critérium le vendredi 9 juin dans le domaine Filion, comme c'était l'année dernière. Ça commence avec ça le vendredi. Le samedi, on a ensuite un contre-la-montre et puis l'ascension qui se passe dans le chemin Saint-Laurent. Oui. Et le dimanche, c'est le fameux routier, donc 45 km ou 85 km. En fait, c'est 85 km pour le routier, puis pour le grand fond d'eau qui se déroule en même temps, eux, ils ont 45 et 85. Quel genre d'équipe participe à ça? Ça, c'est des équipes de rouleurs, c'est des équipes quasi professionnelles de cyclistes là, qui s'entraînent à l'année. Oui, mais en fait, c'est une course interrégionale, donc ça touche les provinces autour du Québec, hein, au niveau de la provenance des coureurs. Et puis, bien, encore là, c'est l'élite aussi qui viennent de la même façon accumuler des points lors de notre événement. Comment la population de la région peut vous aider et peut participer à ces compétitions? Expliquez-nous ça. Bien, en fait, ceux qui veulent participer, qui voudraient faire le même parcours que le routier le dimanche, c'est le grand fond d'eau qui se déroule en marge. Ça, c'est ouvert à tous? Ouvert à tous. Okay. Donc, le dimanche 11 juin, c'est un 45 ou un 85 km. Et puis là, tout le monde peut s'inscrire à cet événement-là. Et tout au long de ces 3 fins de semaine, on est invité à aller assister aux courses. Là. Effectivement. C'est vraiment spectaculaire. Et puis, au niveau du routier, ça peut se faire un peu partout. Dans le fond, on a une carte, du parcours. Ça peut se faire un peu partout dans Charlevoix parce qu'on va jusqu'à la Malbaie avec le circuit, le routier. Là. Donc, est-ce qu'il y aura un événement spécial pour souligner le 25e? Oui, mais je ne peux pas l'annoncer tout de suite. Là. Mais oui, on aura un événement spécial. Bien, Marie-Claude Laurando-Desmarais, merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite un bon Grand Prix cycliste encore cette année. Merci. Merci. Le nouveau rôle d'évaluation foncière a fait beaucoup réagir dernièrement aux éboulements. J'ai rencontré Daniel Laforêt afin de mieux comprendre la situation. Monsieur Laforêt, bonjour. Bonjour, Madame Duchesne. Donc, on vous reçoit aujourd'hui parce que vous faites partie des citoyens des éboulements qui étaient présents lors de la dernière Assemblée du Conseil municipal, pendant laquelle il y a eu de fortes réactions face à la présentation de la hausse du rôle d'évaluation. On a parlé aussi particulièrement du côté des producteurs agricoles. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qui a causé cette réaction? En fait, c'est une augmentation du rôle d'évaluation de terres agricoles dans la municipalité. Donc,
C'est sûr qu'il y a eu des augmentations majeures de 100 à 250 du rôle. Et naturellement, ça a un impact sur la taxation. Oui. Et ça a créé un vent de soutien aux agriculteurs de la population. Donc, on était environ 60-70 personnes lundi soir au conseil municipal pour demander des éclaircissements. Là, on vous rencontre en fait à titre de vulgarisateur. Si on veut, on va essayer de comprendre ensemble. C'est quoi ces chiffres-là sur lesquels on se base pour justifier cette hausse-là? D'abord, on parle des producteurs agricoles, mais ça touche tout le monde, pas juste les terres agricoles. En fait, il faut reconnaître que le budget 2023 pour la municipalité, la grande majorité de la population est satisfaite du budget. Là, hein. En général, les taxes municipales n'ont pas bougé beaucoup pour l'ensemble de la population. Okay. Cependant, il y a un problème, et il y a même certains problèmes, et ça mérite des éclaircissements et une compréhension de comment cette taxation-là, ce budget-là de 2023 s'est fait. OK. Et c'est ce qui a été demandé. C'est quoi les hausses qu'on a? Parce qu'il y en a qui ont des hausses très hautes, on vous l'avait dit, 240 des fois, puis d'autres plus petites. Oui, même qu'il y en a qui ont des diminutions de taxes, donc c'est une belle nouvelle. Mais en fait, il faut comprendre que le budget municipal, pour 2023, il a été adopté par la municipalité le 31 janvier dernier. Okay. Et, naturellement, au niveau des revenus, ce budget-là totalisait des revenus de 3 800 000. Et 70 de ces revenus-là, c'est la taxe foncière, qui, elle, s'élevait à 2 700 000. Et comment ça fonctionne? C'est que en fait, le rôle d'évaluation et la responsabilité de la MRC pour l'ensemble des municipalités de la MRC, laquelle MRC, elle, suit les directives qui viennent du ministère des Affaires municipales. Oui. Donc, à tous les ans, il y a une dynamique entre la municipalité, la MRC et le ministère des Affaires municipales. Ils suivent l'évolution du rôle, je pense, de façon trimestrielle. Et il y a 3 éléments qui affectent le rôle. Naturellement, il y a les constructions, bien sûr. Il y a les permis de rénovation et d'amélioration et agrandissement des propriétés, et il y a les ventes d'immeubles. Donc là, on comprend que dans la région, dans la dernière année, En fait, la COVID-19 a créé un changement de dynamique dans la gestion et l'impact sur les ventes. Historiquement, les populations locales, régionales, allaient vers les grands centres. Oui. Et la COVID a inversé cette situation-là. Et en inversant cette situation-là, il est probable que la manière de faire l'évaluation doit être ajustée parce que les paramètres qui permettent de normaliser l'évaluation risquent d'être un peu perturbés. Cependant, pour 2023, à la municipalité des Éboulements, ce n'est pas vraiment ça qui a créé ce qu'on constate aujourd'hui. Sauf que la municipalité des Éboulements est la première cette année à avoir son nouveau rôle triennal. Okay. Donc, le budget de 2023 a été fait sur la base du nouveau rôle triennal de la municipalité, mais le rôle triennal, lui, il prend l'information du rôle d'évaluation de ce qui s'est passé à la fin de 2021. OK, une année de plus là, avant. En fait, donc, au fond, l'effet de la bulle immobilière qui s'est passée en 2021-2022 n'est pas encore totalement reflété et on va le voir dans les prochaines années. Donc, ce qui se passe... Ça ne fait que commencer. Oui, exact. Ça va sortir dans les prochains budgets des autres villages aussi. Là. Écoutez, ça a un impact majeur sur toutes les municipalités du Québec. C'est pas compliqué. Et c'est sûr que tout le monde est en train de surveiller ce qui se passe. Pour ce qui est des éboulements pour 2023, écoutez, c'est une bonne nouvelle. À peu près tout le monde a un compte de taxes qui est satisfaisant. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de plaintes à cet égard cette année. Sauf qu'il y a un malaise de fond que la population voudrait comprendre. Elle voudrait, comment on fait pour voir clairement ce qui s'est passé dans le rôle d'évaluation, la modification du rôle, comment ça a évolué dans le temps. On a besoin de le comprendre. C'est tout. On a des chiffres, mais on ne maîtrise pas tous cette fiscalité-là. C'est très complexe. Hein? Il y a beaucoup d'informations. Regardez juste ce document-là. Je sais que vous ne le verrez pas comme il faut, mais ce qu'on voit ici, là, il y a 6 colonnes essentiellement. Et ce sont les budgets de la municipalité pour les 6 dernières années. Donc, le budget de revenus, le budget de fonctionnement, le budget de financement et le budget d'immobilisation. Et naturellement, l'intérêt, c'est de voir le budget, de voir ce qui s'est passé dans la réalité, puis de voir ce budget-là, puis de dire, OK, le 2 700 000 dont je parlais de taxes foncières, il vient d'où? Bien, c'est pas compliqué.
Ici, aux éboulements, c'est vraiment pas compliqué. Le budget, il vient du ministère des Affaires municipales. C'est le ministère qui dicte quel sera le budget de taxe foncière à venir, c'est ça? Qui propose. Qui propose. Non, non. Ah, OK. Fait que les municipalités, la MRC ont quand même un Bien, jeu. ils n'ont pas un jeu sur le rôle d'évaluation. OK. Ils ont un jeu sur le taux de taxation. OK. Donc, au fond, eux, ils reçoivent à tous les ans un document comme celui-ci, qui est un document du ministère des Affaires municipales, qui dit données prévisionnelles, calcul de certains revenus de taxes. OK. C'est celui de 2022. Oui. Et la beauté de ce document-là, c'est qu'il dit voici l'assiette fiscale pour différentes catégories, donc résidentiel, non résidentiel, Forestier, commercial, forestier, oui. agriculture. Donc, j'ai repris ces documents-là pour les 2 dernières années, pour 2023 et 2022. Donc, en fait, on voit ici ce qui est reporté du ministère des Affaires municipales qui nous dit, OK, l'assiette fiscale globale de la municipalité pour la fin de taxation en 2023, c'est 381 millions. Merveilleux. OK. Et Mais après, comment c'est divisé? bien là, il nous donne la division entre le résidentiel, Oui. le logement, le forestier et l'agriculture. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris le même document pour 2022, celui-là qui est ici. Bon, c'est simple, hein, une règle de 3. Donc, Oui. en fond, on a l'assiette fiscale 2023, on a celle qui a servi au budget 2022, puis on regarde l'écart par catégorie. Puis là, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, ce qu'on constate, c'est une hausse majeure au niveau des terrains agricoles et forestiers. Bon, c'est pas ça? seulement terrain agricole et forestier, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un rôle triennal à tous les 3 ans. Donc, en fait, l'assiette fiscale globale de la municipalité a augmenté de 57 millions. On est passé de 325 millions à 380 millions. OK. C'est un bon... C'est un bon assez Ben, c'est une important. bonne nouvelle pour la population en général. Hein? Quand le rôle d'évaluation augmente, ça veut dire que nos propriétés augmentent. On est content, habituellement. La seule chose qu'il faut Mais on faire paye plus de attention, il taxes. faut faire attention aux taxes. Hein? Oui. On paye ou on ne paye pas plus de Oui. taxes, dépendant de la volonté des élus. C'est là que le jeu des élus vient intervenir. Donc, les élus, habituellement, regardent cette information-là, regardent ce qui s'est passé dans la dernière année en termes d'augmentation. Et là, Et qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour réajuster ben, ou s'ils rétablir? voient des problèmes, c'est eux qui décident, parce que la municipalité elle a le droit de jouer avec le taux de taxation. Elle ne OK. peut pas jouer avec le rôle, mais elle joue avec le taux. Selon la catégorie de... Ben, en fonction des catégories, ils peuvent décider, OK, c'est-tu raisonnable, c'est-tu pas raisonnable? Est-ce qu'il y a une catégorie qui mérite une attention particulière par rapport à une autre? Et naturellement, le monde de l'agriculture a été affecté en 2023. C'est pour ça que... Bien sûr, on en entendait déjà bien parler des difficultés que les agriculteurs vivent. Ouais. Donc là, on rajoute, on cogne sur le même clou encore un peu. Ben, vous savez, le monde de l'agriculture est un monde en soi très sophistiqué. Il y a la municipalité, la MRC, le ministère des Affaires municipales, le gouvernement, la MEPAC, l'UPA. Tout ce beau monde, là, sur le plan fiscal, c'est assez complexe en tant que tel. Sauf que, naturellement, la base de taxation, qui est l'évaluation, puis après, il y a d'autres considérations qu'on ne connaît pas. Là. Mais si on regarde juste l'évaluation de 2023 par rapport à 2022, bien, c'est pas compliqué. On ne sait pas trop pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi. Là, mais ce que je constate, c'est qu'en 2022, le ministère des Affaires municipales a dit à la municipalité, écoutez, c'est 0 pour la foresterie, pour le parc forestier, et c'est 19 500 000 pour l'agriculture. En 2023, donc, ils ont fait une correction parce que là, ils ont dit, OK, le forestier, c'est 6 millions, puis l'agriculture, c'est 24 millions. Donc, on est passé de l'agriculture de 19,5 millions à 24 millions, mais on a rajouté un 6 millions de forestiers. Fait que moi, je présume que le 19 millions de 2022 incluait la foresterie. OK. Donc, ça veut dire qu'on est passé, en fait, de 19,5 millions à 30 millions. Qui explique cette énorme hausse Oui, exact. pour nos agriculteurs, Oui. qui là vivent aussi une difficulté par rapport à la relève, qui voient ça arriver puis qui se disent, oups, c'est peut-être pas finalement la bonne chose à faire de reprendre l'entreprise familiale. Oui, c'est un sujet extrêmement délicat et ils ont raison de réagir. Mais nous, ce qu'on comprend, c'est ce qui s'est passé là. Oui. En fait, cette compréhension-là, elle fait abstraction de tous les autres aspects fiscaux qui peuvent aider l'agriculture, parce qu'il n'y a pas juste la taxation. Là. Hein, le gouvernement du Québec quand même fait très attention à ces aspects-là. Sauf que c'est sûr que là,
les agriculteurs ne comprennent pas pourquoi on passe par une augmentation importante de la taxation des terres foncières. D'accord. Voilà. Donc, ce sera un dossier à suivre parce que c'est un dossier qui va toucher tout le monde. Écoutez, non. Oui, puis c'est pas seulement pour la partie agricole, là, parce qu'avec le COVID et le changement d'axe de la manière dont les achats et les ventes se font, plutôt maintenant des centres urbains vers les régions, ce qu'on attendait depuis longtemps d'ailleurs, hein, parce que vous savez, l'équilibre entre le développement urbain et le développement des régions pour l'avenir de l'humanité, ça passe par les régions. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui, M. Laforêt. Ça fait plaisir. Cette semaine avait lieu le gala local de remise des prix du défi Ose entreprendre. Découvrez nos jeunes lauréats dans le reportage que voici. Et bienvenue à la 25e édition du défi Ose entreprendre, échelon local de Charlevoix. C'est à la polyvalente Le Plateau de la Malbaie qu'avait lieu la remise des prix pour la finale locale du défi Ose entreprendre. Le défi Ose entreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner annuellement les initiatives entrepreneuriales de quelques 47 000 personnes, des jeunes du primaire jusqu'à l'université, appuyés par leurs intervenants scolaires avec son volet scolaire, de nouveaux entrepreneurs avec son volet création d'entreprise, des entrepreneurs au cheminement inspirant avec son volet Réussite Inc. et des modèles d'approvisionnement d'ici avec son volet Faire affaire ensemble. Les porte-paroles Ève Poisson et Luc Pouliot d'Expérience Charlevoix-Le Sainty, qui ont remporté le coup de cœur du jury en 2022, en ont profité pour féliciter et donner quelques conseils aux jeunes entrepreneurs présents. À ceux et celles qui vont recevoir un prix aujourd'hui, mais plus particulièrement aux personnes qui ne gagneront pas, j'ai un petit mot de sagesse. Je commence à avoir des cheveux gris. Premièrement, il faut se dire que la bataille est déjà gagnée. Le simple fait d'être là aujourd'hui, c'est la première victoire. La ténacité, la persévérance, c'est des qualités, des atouts qui vaut très cher pour les entrepreneurs qui nous ont beaucoup servi. Les entreprises gagnantes du volet création d'entreprise sont les suivantes. Bovin Charlevoix dans la catégorie exploitation, transformation et production. Verger des Champs pour la catégorie commerce. Et Village Viking Hop dans la catégorie service aux individus. Pour le volet Faire affaire ensemble, c'est la coopérative de solidarité L'Affluent de Petite-Rivière-Saint-François qui s'est retrouvée lauréate. Bien, on a tellement des belles richesses ici dans Charlevoix. Nous, on peut être fiers de travailler avec 86 % des producteurs charlevoisiens. Il suffit de regarder alentour de nous. Les projets scolaires gagnants sont les suivants. La boutique scolaire Fernand Express de l'école Fernand Saint-Don, la serre hydroponique des élèves de Notre-Dame-de-Lorette, le projet Touche à tout de l'école secondaire Le Plateau et l'association étudiante du Centre d'études collégiales de Charlevoix. Finalement, le coup de cœur du jury a été remis au projet théâtre Cool Influence de l'école Fernand Saint-Don et le prix Jeune philanthrope du Québec au vin et fromage de la relève organisé par le Centre d'études collégiales de Charlevoix. C'est le 5 décembre dernier que 5 étudiants du programme de technique administrative, accompagnés de leur enseignante Léa Lapointe, ont organisé un souper vin fromage pour amasser des fonds dans le but d'aider des personnes en difficulté financière dans la région de Charlevoix-Est. Nos lauréats locaux tenteront de se démarquer à l'échelon régional dont le gala se tiendra le 2 mai prochain. La communauté LGBTQ+ de Charlevoix aura enfin une représentativité grâce à une première semaine de sensibilisation Fierté Charlevoix. J'en ai discuté avec Naomi Beauchamp-Tremblay du Carrefour Jeunesse Emploi. Naomi Beauchamp-Tremblay, bonjour. Bonjour. Donc, tu es intervenante jeunesse au Carrefour Jeunesse Emploi. Tu viens nous parler d'un nouvel événement, Fierté Charlevoix, qui aura sa première édition cette année. Allons-y simplement, c'est quoi Fierté Charlevoix? En fait, Fierté Charlevoix, c'est une semaine de sensibilisation pour la communauté LGBTQ+. Donc, ça va être la première édition. Il y a aucun
événement de ce genre qui a été fait dans le passé dans Charlevoix. Oui, c'est nouveau. Là. On n'a jamais eu de... Bien, on a connu le réseau Arc-en-Ciel pendant un bout là, qui a voulu faire un peu de sensibilité. On a posé un autocollant, si je me souviens bien, à l'entrée des commerces. Donc, c'est comme une évolution un peu de cette idée-là. Oui, c'est ça. On essaye de raviver un peu le mouvement. Là. Puis, ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet-là. C'est un gros travail de collaboration aussi. Là. Oui, il y a d'autres partenaires avec vous là-dedans. Là. Qui sont les autres partenaires? Bien, il y a le DSI là, de Charlevoix, le Développement social intégré de Charlevoix, le Musée de Charlevoix également, des partenaires financiers aussi, les Caisses des Jardins. On a Fierté Montréal aussi qui donne un bon coup de pouce. Gris Québec, qui est un organisme communautaire, là, capital national là, pour la communauté LGBTQ+. Vous êtes bien entourés. Oui. Et le Centre des services scolaires aussi, là, un très gros partenaire également. Là. Et sans oublier nos bénévoles là, issus de la communauté aussi. C'était très important pour nous là, d'aller entendre leur voix, dans le fond. Oui, c'est ça. Bien, justement, en parlant d'eux, c'est quoi les témoignages de cette communauté-là dans Charlevoix? Comment ça se vit ici? C'est quoi l'accueil face à cette ouverture-là? C'est sûr et certain que ce qui était mentionné, c'est qu'il n'y avait rien dans Charlevoix pour eux. Donc, on est parti de là, on dit, ben nous, qu'est-ce qu'on aimerait comme activité pour sensibiliser, oui, la population, mais pour favoriser aussi un vivre ensemble. Donc, tu sais, pour démontrer que la population de Charlevoix, ben, c'est diversifié, puis chacun a ses couleurs, puis on est capable de vivre ensemble, puis dans le respect, puis sans discrimination. Donc là, cet événement-là, qui est une semaine, comme on l'a dit, de sensibilisation, c'est quoi les méthodes, les moyens qui sont utilisés pour sensibiliser les gens à travers cette semaine-là? C'est sûr qu'on essaye d'aller très large. Donc, que ce soit des jeunes à la population là, un petit peu plus âgée. Donc, il va y avoir des ateliers dans les écoles, que ce soit primaire et secondaire, avec notre partenaire qui est Gris Québec. Donc, ça, c'est un gros volet de la semaine. Il va y avoir des conférences aussi grand public. Il va y avoir des spectacles aussi que je ne peux pas dévoiler pour le moment, là, mais il va y avoir des choses hautes en couleurs. Là. Ça va être très intéressant, tant du côté de l'Est et de l'Ouest. C'est important de le dire. Là. On essaye de desservir tout le Charlevoix au complet. Donc, c'est ça. Des conférences, des ateliers, des spectacles, une exposition aussi au Musée de Charlevoix. Ouais. Donc, ça va se promener là, finalement pendant toute cette semaine-là. Est-ce que c'est des activités qui vont être gratuites? Y a-t-il vous parlez de spectacles, est-ce que tout est gratuit ou il y a du payant là-dedans? La majorité des activités vont être gratuites. Ça se peut qu'on aille un minime coût là, pour certains spectacles. Parce que, tu sais, c'est une première édition, donc on n'a pas un énorme financement, mais on est allé chercher quand même des partenaires très intéressants. Là. Puis les gens sont tellement généreux aussi, là, les artistes qui vont être dans notre activité, là, c'est pratiquement du bénévolat. C'est vraiment, là, il y a un engouement, puis ils sont comme, ah oui, il faut faire quelque chose dans Charlevoix. Mais c'est comme ça que ça commence souvent, hein, ces initiatives-là qui sont un peu initiatives citoyennes. Justement, est-ce qu'il y a des besoins à combler encore pour l'organisation de tout ça? C'est le temps, si vous avez besoin d'un coup s'il y a des bénévoles, effectivement. C'est sûr qu'on est un bon comité, là, mais c'est sûr et certain que ce soit pour l'accueil, la billetterie, des choses comme ça, là, c'est sûr et certain que si les gens veulent lever la main, pas de problème, on en prend des bénévoles. C'est quoi le lien avec le Carrefour Jeunesse Emploi? On ne se serait pas attendu que ça vienne d'un organisme comme celui-là par rapport à la mission? Bien, en fait, nous, le Carrefour, on fait de la clientèle de tout âge et de tout horizon aussi. Moi, je fais du 15 ans à 35 ans. Puis dans ma clientèle, c'est quand même jeune. Oui, c'est ça. J'en ai des gens qui sont issus de la diversité. Puis on est allé à une conférence à Québec, il y a 1 an, puis avec Gris Québec. Et puis on s'est dit, crème, dans Charlevoix, il n'y a rien. Il n'y a plus d'organismes communautaires. C'est Gris Québec qui dessert la capitale nationale, dont nous, mais tu sais, dans les faits, physiquement, il n'y a personne. Non, c'est ça, tu sais. Puis il n'y a pas de fierté, il n'y a pas rien de parade, exemple. Il n'y a pas de représentation. Non, c'est ça. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas? Puis on a déjà des partenaires dans plusieurs autres dossiers. Donc on a fait aller nos contacts, puis là, ça s'est parti là, comme une traînée de poudre. Là. Ah oui. Donc c'est un besoin que la communauté LGBTQ+, a de se rassembler, de se retrouver, de se célébrer quelque part. Ben, c'est ça, exactement. Puis aussi de sensibiliser le reste de la population aussi. C'est clairement un besoin. Et qu'est-ce qui est important de mentionner, c'est que de ce projet-là est née en parallèle une étude sur la communauté. Donc, spécifique de Charlevoix? Oui, exactement. Donc, on a monté, là, avec Louis-Philippe Tremblay, là, on a monté
un sondage. On a envoyé ça à tous les organismes communautaires de la région, le SUS et tout ça, pour avoir, eux, un peu leur portrait de c'est quoi dans leurs clients. Est-ce qu'ils en ont? Est-ce qu'ils voient qu'il y a des besoins auprès de la communauté? Et là, on est rendu à l'étape de grand public. Donc, le sondage va pour vraiment avoir une photo de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les besoins, puis est-ce que les gens quittent la région parce qu'il y a quand même une exode, là. Lié à ça? Ben oui, souvent, c'est plus facile. On se rend compte que c'est plus facile pour les gens issus de la communauté LGBTQ+, d'aller vivre leur vie à l'extérieur. Parce qu'il y a déjà une communauté, il y a des bars, il y a déjà comme une vie là-bas. Donc, des fois, c'est plus facile. Les coming out sont beaucoup plus faciles qu'en région. C'est plus marginal encore quand on est oui, effectivement. C'est ce qu'on veut briser aussi là, avec cet événement-là. Là. Donc, là, l'étude, elle se poursuit. On n'a pas encore de résultats là-dessus. C'est à suivre. Pour ce qui est de la sortie de la programmation plus détaillée, est-ce qu'il y a une date déjà d'annoncer pour cette annonce-là? Oui, ça va être le 20 avril. Le lancement officiel se fait au musée de Charlevoix à la Malbaie. D'accord. Et puis, on a lancé les invitations et puis ça va être très intéressant. Puis, je vous invite, dans le fond, j'invite la population à suivre la page Facebook Fierté Charlevoix. La programmation va être lancée là également et puis avoir un site Internet qui va être créé là, qui va tout être lancé là, le 20 avril. Là. OK, donc grosse journée le 20 avril et la semaine Fierté Charlevoix sera du 19 au 25 mai. Oui. Merci beaucoup, Naomi. Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.